Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité et Smile Wanted, avec pour partenaires médias CB News, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'émergence du retail média. D'après le site définitionmarketing.com, le retail média désigne généralement l'ensemble des offres publicitaires pouvant être proposées par des enseignes de distribution traditionnelle et e-commerce. Le retail média recouvre donc la publicité classique en point de vente, médias de point de vente, mais également les usages publicitaires des données transactionnelles, notamment sur Internet. Quels sont les avantages pour les marques à investir sur les sites de type retail média? Comment la data est exploitée au sein des sites retail média et pour quel objectif? Les sites de type retail média sont-ils en passe de générer plus de revenus que les sites médias? Pour en discuter, Merav Grieger de Bird & Bird, Erwan Lozic d'iProspect, Christophe Lemarchand d'Excelis, Lawrence Taylor de Retail for Brands. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui émerge énormément dans le monde de la publicité, à savoir le secteur du retail. Et il y a un terme pour ça qui est le retail média. Alors justement, première question, quelle est la définition du concept de retail média? Erwan, à toi la parole. Pour nous, c'est assez simple. Le retail média, c'est de pouvoir faire du média sur du retail, comme on le dit dans la définition directe et de façon assez pragmatique. Après, il y a plusieurs catégories finalement de médias ou plusieurs catégories de retail que tu peux adresser. Tu vas avoir la catégorie e-retailer, donc des retailers physiques qui sont venus en fait sur des sites e-commerçants et qui proposent de la visibilité sur ces sites pour les produits qu'ils vendent. Ensuite, tu as des marketplaces qui ne sont pas des retailers mais qui sont des marketplaces et sur lesquels à un moment donné il faut optimiser encore une fois la présence des annonceurs sur le sujet. Et puis après, tu as de plus en plus de cas qui sont un peu hybrides entre je suis un e-retailer, j'ai une marketplace. Tu prends le cas d'un Fnac par exemple, ils ont une très grosse marketplace et en même temps c'est un e-retailer. Voilà, donc le tout c'est de comprendre déjà à qui tu as affaire d'un point de vue retail média et donc quelle proposition de valeur tu peux avoir. Ce média, il est assez mouvant. Il y a quasiment un retailer qui sort une offre, peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas tous les mois, en ce moment en France. Donc c'est assez rapide, cette prise de conscience que finalement, le retail média est quelque chose d'important, en tout cas pour le devenir des retailers. Donc voilà, c'est une définition qui est un peu holistique, globale. Et je pense que c'est la première chose importante, c'est de comprendre que comparé à du média traditionnel, c'est protéiforme, ça a plusieurs formes, ça s'achète de façon différente, soit au gré à gré, soit de façon programmatique. Et donc il faut déjà bien comprendre cet écosystème pour en tirer la quintessence. Merci Erwan. Lawrence, ta définition du retail média? Avec la définition d'Erwan, si je vais le synthétiser en une phrase, c'est accompagner les marques pour qu'ils optimisent leur présence en retail, que ce soit e-retail ou que ce soit retail direct. Il faut savoir, en fait, si on veut mettre un petit peu en perspective, c'est que le retail média, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe, c'est à peu près aussi vieux que le retail. Ouais, c'est sur les points de vente. Dans les points de vente, ça existe déjà. Ce qui était le plus connu, c'est tout ce qui était ISA, en fait. Les imprimés sans adresse que tu recevais, ça, c'était de la négociation entre le distributeur et le retailer. Ou des bons de réduction sur les tickets de caisse. Donc ça, c'est finalement assez vieux. En revanche, et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans la trend d'Amazon, parce qu'il faut quand même parler d'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, on a vraiment réinventé tout ce qui est retail média. Et c'est ça qui va avoir de la traction. Et c'est pour ça que tous les retailers se sont remis à remettre leur offre au centre du débat. Et c'est là où l'opportunité est extrêmement excitante, en fait, sur un marché qui va quintupler d'ici 5 à 10 ans. Merci Lawrence. Christophe, ta définition du concept de retail média? Alors pour ma part, c'est un nouvel écosystème publicitaire qui se calque sur celui des médias traditionnels et qui est composé de 3 acteurs, donc les retailers, comme on le disait, voilà, les sites e-commerce et les marketplaces, les shoppers
et les marques. C'est quoi un shopper? Excuse-moi de t'interrompre. Ah bah c'est comme tous les 5, c'est-à-dire c'est une personne qui va acheter sur Internet, sur un site e-commerce ou sur une marketplace, et donc qui a un profil comportemental bien avéré, avec lequel on a un certain nombre d'informations sur ces pages produits consultés, les produits recherchés ou les produits achetés, D'accord. voilà, qui sont intégrés dans l'offre publicitaire de ces nouveaux acteurs. D'accord, très bien. Voilà, pour moi, la définition du retail média. Et je dirais simplement pour les marques, ça leur permet d'avoir un nouveau territoire d'expression, de nouveaux médias qui va s'appuyer justement sur la data shopper de ces sites e-commerce. Merci Christophe. Justement, puisque tu parles de data shopper, nous avons la caution juridique, on va dire, de cette émission, à savoir Merab Grieger de Bird & Bird. Quelle est ton observation justement sur ce concept de retail média et les combinaisons possibles ou pas d'un point de vue juridique? Je tiens à saluer cette transition. Je t'en prie, je l'ai travaillé longuement. Je suis impressionnée. Je suis aussi impressionnée par le nombre de définitions, les nouveaux mots, les nouveaux concepts qu'on observe. Alors nous, les avocats, on aime les définitions claires, c'est ce qu'on appelle la sécurité juridique. Non pas que ce soit pas clair, mais c'est tellement nouveau que c'est assez difficile pour nous à appréhender. Donc mon prisme pour comprendre le retail média, c'est les projets qu'on nous présente. Donc à ce jour, les projets qui nous ont été présentés émanent soit de marketplace, soit de sites de e-commerce, qui me semblent être, je ne sais pas ce que vous en pensez, particulièrement proactifs sur le sujet. Mais si vous êtes ici, c'est que vous l'êtes tout autant, j'imagine. Merci Merab. Alors tu as commencé un petit peu... Juste pour compléter, oui, Christophe. La monétisation de leur audience, c'est un enjeu pour les e-commerçants, c'est un nouveau relais de croissance. La plupart des sites e-commerce ont une croissance quasi nulle ou un chiffre, et la croissance de l'e-commerce, ce sont les marketplaces. Donc la monétisation de leur audience est un axe de croissance pour ces e-commerçants. Alors justement, puisque tu parles de la monétisation comme élément de croissance pour les acteurs du retail au sens large, en s'immisçant de plus en plus dans cette activité de retail média, la question que l'on peut se poser, c'est quels sont les avantages pour les marques à investir sur les sites de type retail média? Erwan. Aujourd'hui, je pense que quand une marque fait du digital ou fait de la communication, en numéro 1, elle va essayer de toucher une cible marketing. Donc c'est une cible qu'elle va définir sur des attitudes, sur un comportement, sur ce qu'elle veut faire. L'intérêt aujourd'hui du retail média, c'est qu'on va non pas aller sur justement une attitude ou un comportement, mais plutôt sur un acte d'achat. C'est ça le Graal. C'est pour ça que les retailers physiques ont d'ailleurs un avantage sur certaines plateformes, type Amazon, parce que vous avez un double monde, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde physique et tout ce qui se passe dans le monde digital. Et quand vous arrivez à combiner le tout, bah vous avez une cible qui est beaucoup plus holistique que juste qu'est-ce que je fais finalement moi en tant qu'internaute sur le digital, mais plutôt qui est-ce que je suis en tant que personne, qu'est-ce que j'achète, et au-delà de ça, quel est mon comportement d'achat, quelle est ma récurrence, quelle est ma fréquence, qu'est-ce que j'achète, pourquoi je le fais. Et tous ces insights-là sont extrêmement précieux pour les marques, notamment parce que c'est ce qu'on dit souvent, mais la data, ce n'est pas juste pour aujourd'hui. La data, c'est pour demain et c'est pour anticiper les produits, les besoins des consommateurs. Et donc, quand on est une marque, notamment de FMCG, et qu'on avait peu de visibilité sur ce qui se passait sur le client final, finalement, bah, le fait d'avoir cette ouverture d'un point de vue retail et temps réel avec le digital est extrêmement valuable pour eux. Merci Erwan. Laurence? Alors, le marché américain est forcément un petit peu plus mature que le nôtre. Ça fait 4-5 ans que le retail média s'est vraiment intensifié, encore une fois dans la trend d'Amazon. Il y a une étude e-marketer qui est sortie la semaine dernière ou il y a 2 semaines qui nous disent que la première raison pour laquelle les marques investissent sur Amazon et sur les retailers, c'est l'optimisation des performances. Et ça veut dire qu'ils vont, grâce au retail média, générer plus de ventes. Et ça, c'est le premier point d'entrée. Le deuxième, c'est la richesse de la donnée qu'on peut avoir. Parce qu'on a une donnée qui est d'une richesse comme on n'a jamais eu. Ça fait 25 ans qu'Amazon, je sais que je centre beaucoup sur Amazon, mais tous les retailers sont un peu dans cette traîne-là, enregistrent notre donnée. Donc il y a une richesse, et pour faire un point d'appui sur ce que Erwan a dit, en termes d'insight, qu'on n'a jamais vu, et que même Google n'est pas capable d'avoir, sur ce que les gens recherchent. Les gens qui ont acheté votre produit, qu'est-ce qu'ils ont recherché dans leur acte d'achat? Il faut savoir que 54%
des recherches de produits aux États-Unis commencent maintenant sur Amazon, par rapport à 46% sur tous les autres moteurs de recherche, en incluant Google, en incluant YouTube. Très bien. Merci Laurence pour ces précisions. Effectivement, tu as parlé de l'optimisation de la performance, d'avoir des informations sur les actes d'achat et la richesse de la donnée. Donc effectivement, c'est assez précieux. Ce qui renforce un petit peu ce que l'on entend au fur et à mesure, c'est que la dimension first party data est importante quand on est un média, mais encore plus importante quand on est un retail média, avec une avance certaine sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème publicitaire. Christophe. Pour compléter ce que disait Laurence, nous, ce qu'on raconte à nos clients, c'est qu'il faut, donc pour aller investir dans le retail média, il faut aussi se placer d'un point de vue consommateur. Voilà, on assiste depuis au moins 1 an ou 2 ans à une mutation de la recherche produit. Google reste le moteur de recherche leader sur la recherche universelle, mais il est attaqué sur plusieurs verticales, dans le travel, dans l'image et dans le shopping. Et pour beaucoup d'internautes, leur nouvelle porte d'entrée dans leur parcours d'achat ou de recherche produit, ce sont les sites e-commerce. Donc vous avez Amazon, vous avez Fnac Darty, vous avez Cdiscount, et donc c'est pour une marque, c'est de pouvoir tirer bénéfice de ce nouveau comportement de recherche afin d'exploiter toutes les capacités de ciblage que disposent les plateformes e-commerce. Merci Christophe. Ton observation d'un point de vue juridique, Merab, sur les avantages pour les marques à investir sur les sites de retail média? Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Laurence, la data qui constitue une source de richesse. Oui, si elle est pertinente, d'une part, et si elle est qualitative, d'autre part. Donc la pertinence, c'est aussi une exigence juridique au regard des textes réglementaires et européens aujourd'hui. C'est parfait puisque c'est peut-être du bon sens et du professionnalisme que d'avoir une donnée pertinente, mais ne pas exploiter des données pertinentes constituerait, pour ce jargon-là, une infraction et une violation à la réglementation applicable. Et c'est là où moi j'ai des réserves à titre personnel sur la pertinence et donc la richesse de ce type d'information. Alors je me sers du juridique pour mettre un bémol à cette richesse, puisqu'on sait très bien que dans le réalisme de l'utilisation de typiquement Amazon, ce n'est pas forcément l'intérêt ou les goûts qui vont dicter un achat. On est dans un monde instantané, on veut que tout aille vite et dans le peu de temps qu'on peut consacrer à une journée, alors c'est peut-être très féminin ce que je dis, mais quand même ça fait partie du bémol à ce type, qu'on peut ajouter à ce type de dispositif, puisque faute de temps, vous ne pouvez pas connaître tous les goûts des utilisateurs. Donc ce que font aussi les acteurs avec lesquels on travaille, c'est développer davantage de portes d'entrée et de contact direct avec le shopper pour avoir une donnée plus pertinente que l'algorithme qui va suivre la navigation à l'instant T de personnes extrêmement occupées et à qui on pourrait proposer tellement d'autres choses. Et c'est ce potentiel qui constitue une véritable richesse et qu'il faut utiliser de manière qualitative, c'est-à-dire aussi en intégrant les enjeux juridiques. Merci Merab, puisque tu parles justement de la donnée, j'allais dire, externe, ou en tout cas offline et online, pour ajouter à cette richesse, et surtout au-delà de la richesse, la réalité de vie du consommateur. Comment, et ce sera ma troisième question, comment aujourd'hui la data est exploitée au sein des sites retail média et pour quel objectif, Erwan? Pour l'instant, d'un point de vue global marché, personnellement, je pense qu'elle est mal exploitée, voire très mal exploitée. Ça mérite d'être dit. Elle existe, et je pense que juridiquement en plus, elle existe. Elle est présente chez les retailers. Ensuite, faut-il pouvoir l'utiliser? Faut-il pouvoir la mettre justement en musique et à d'un point de vue opérationnel? D'un point de vue opérationnel, d'un point de vue d'achat, parce que là on parle bien sûr d'achat média. Reste à savoir où est-ce qu'on va acheter du média. Est-ce qu'on va se cantonner sur les retailers ou se cantonner à Amazon, ou est-ce que justement on n'a pas envie d'utiliser cette data pour aller l'exporter sur d'autres sites où le contexte nous paraît plus favorable justement pour les clients, pour afficher les marques desquelles on parle. Donc voilà, cette data-là, elle est extraordinaire. Là, je rejoins complètement Laurence sur ce sujet-là. Elle est nouvelle. Elle donne des possibilités incroyables en termes de marketing et de communication. Mais par contre, nous, ce qu'on attend en tant que professionnels, c'est bien évidemment une mise à disposition de cette data facile, simple, et qui nous permette justement de pouvoir cibler les bonnes personnes
et arriver dans ce qu'on appelle une bonne publicité, à une cible commerciale et non plus à une cible marketing. Merci Erwan pour ces précisions. Laurence, comment la data elle est exploitée sur les sites de retail média et pour quel objectif? Déjà, il faut voir quel type de data est disponible. Christophe l'a dit tout à l'heure, avant tout, c'est de la donnée shopper et de la donnée transactionnelle. Et ça, c'est assez unique et réellement différenciant par rapport à toutes les autres types de données qu'on peut avoir. Et j'inclus Google dedans. Alors que Google était censé être le roi de la donnée, on a maintenant Amazon aux États-Unis, mais aussi tous les autres sites de marketplace qu'on peut avoir en France qui ont une donnée d'une richesse infinie. Et c'est aussi pour ça que Google est en train de se positionner avec Achetons avec Google pour obtenir cette donnée transactionnelle. Je fais juste une petite observation. Je vous écoute. Pendant longtemps, on a parlé du duopole Google-Facebook sur les médias. Est-ce qu'on ne parle pas là d'un duopole Google, ou plutôt Amazon-Google, en ce qui concerne le retail média, ou peut-être il n'y a pas un le monopole média Enfin, je pose la question, un monopole Amazon et tout simplement un monopole Amazon. Mais je reviens quand même sur le fait que Google... Ouais, à l'international, c'est vraiment... à l'international En fait, en Allemagne et aux États-Unis, aussi un peu en Espagne, Amazon, c'est plus de 50% de l'e-commerce français. Ouais, c'est 65% aux US de l'e-commerce. En France, tu retombes seulement à 20%. Donc, tu n'es pas encore dans une situation monopolistique. En revanche, la facilité d'utilisation et l'intégration des solutions que tu peux avoir sur ces GAFA, il faut savoir que Amazon a très largement embauché des anciens de Google, va leur donner sur le média peut-être une approche un peu monopolistique. Mais on voit aux États-Unis que Walmart, que Target s'équipent aussi en conséquence. Et là où un Amazon croît sur le retail search de 20% par an, Target, Walmart, eux, ils sont en croissance de 100% par an. Juste pour donner cette mise en contexte. Ce qui est quand même juste intéressant sur la partie US, c'est aussi qu'Amazon n'est plus devenu qu'un e-retailer. Ils ont aussi racheté du retail physique. Et on s'attend à ce qu'en Europe, ils achètent du retail physique pour justement pouvoir avoir... aujourd'hui, mais on en a discuté en préparant l'émission. Moi, je suis en corrélation avec le quasiment sûr que c'est en tout cas ce qu'ils veulent faire et c'est la stratégie qu'ils ont aujourd'hui. Quand tu regardes tout ce que Jeff Bezos dit aujourd'hui, c'est très clair sur l'expérience qu'ils veulent proposer et qu'elle ne soit pas que online, justement parce qu'encore une fois, le offline aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'achats qui sont faits sur le offline que sur le online encore aujourd'hui et que c'est l'un des trésors de guerre qui leur manque pour eux devenir total sur le sujet. Et c'est là, je pense, le pouvoir différenciant qu'on peut avoir avec le groupe Casino, qui est propriétaire de Cdiscount en particulier, ou Carrefour Média. C'est justement cette capacité de lier les activités online aux activités offline. Et c'est là où on touche quelque chose d'absolument essentiel, mais l'offre est encore en train de se créer. Et il y a des gens nouveaux, extrêmement talentueux, qui arrivent dans ces régies, qui viennent du digital, qui n'étaient pas vraiment sur la partie ISA et coupon d'achat qu'on avait évoqué au début. Et là, il y a vraiment une révolution à venir. Et là, vous touchez plus 20% du commerce mondial, vous touchez 100% du commerce mondial. Donc là où on passe de milliards, centaines de milliards, c'est déjà des chiffres énormes, là on commence à parler en trilliards, voire dizaines de trilliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, ça fait rêver. Enfin, je ne sais pas qui, mais enfin, si on sait qui. Jeff Bezos. Notamment. Donc, il va devenir encore plus riche. Donc, bonne nouvelle pour lui. On est ravis de lui apprendre à The Programmatic Society que sa fortune ne va pas arrêter d'augmenter. Donc, comment la data est exploitée au sein des sites retail médias, de ton point de vue, Christophe? Pour compléter ce qui a été dit, c'est vrai qu'en France, on a des champions de la distribution, que ce soit Fnac Darty, ils ont à peu près 41 millions de profils qualifiés, répartis dans 300 segments. Vous avez un Cdiscount qui a à peu près 25 millions, 30 millions de profils avec justement toute l'agrégation de la donnée offline de Casino et de ses partenaires. Vous avez un Amazon qui revendique 30 millions de profils. Mais voilà, vous avez aussi un Carrefour Média ou un Conso-Régie, qui est la régie publicitaire de Leclerc, qui dispose maintenant de ses propres data. Vous avez Imedia Center côté Auchan. Tous ces acteurs, toutes ces régies finalement des distributeurs sont en train de structurer leur offre data, et notamment la data offline, qui est, je pense, beaucoup plus compliquée à onboarder sur le digital, puisqu'il faut avoir, je pense, des accords aussi. Surtout d'un point de vue juridique. Exactement. Il faut avoir des accords, je pense, de la part des clients offline. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, en termes d'exploitation,
vous avez des centaines et des centaines de segments disponibles et vous pouvez les activer en programmatique ou en gré à gré, en extension d'audience. Et on reviendra donc, je pense, sur la dernière question. Mais c'est une vraie opportunité pour les marques, quel que soit l'objectif de campagne, de pouvoir utiliser cette data disponible. Et notamment, pour moi, la data des retailers offline, disons traditionnels, les champions français. Merci Christophe. Meraf, tes observations sur tout ce qui vient d'être dit, et il y a la dimension juridique qui est quand même qui a été évoquée spontanément évoquée, je n'ai rien eu à dire. C'est la preuve, une fois de plus, de la maturité de la programmatic society sur les sujets juridiques qui ont été parfaitement intégrés. Donc nous, on n'a plus besoin de se battre pour convaincre sur ces sujets-là. Le grand classique, c'est le ciblage. On parlait, Christophe en parlait tout à l'heure, et c'est ce à quoi tu faisais certainement référence. Cette richesse de la donnée, elle se retrouve nécessairement dans le profilage et le suivi de la navigation de ces shoppers. Qui suppose une conformité parfaite à la réglementation actuelle. Alors certes, elle n'est pas parfaitement elle-même adaptable aux pratiques qui elles-mêmes ne cessent d'évoluer, mais on voit de bons réflexes en la matière avec les principes essentiels que sont la minimisation de la donnée. Savoir si on utilise bien et on collecte ou on conserve uniquement des données qui sont strictement nécessaires à l'objectif qu'on poursuit. Mais c'est finalement rien d'autre que du professionnalisme, c'est-à-dire ce dont on n'a pas besoin ou on n'est pas susceptible d'avoir besoin, on ne le conserve pas. Donc dès lors qu'on est en mesure de justifier qu'on a besoin de cette donnée, en général, on est dans son bon droit. Et bien sûr, ce souci de transparence sur lequel tout le secteur d'activité tente de faire le maximum d'efforts, même si on a vu avec la décision Google prononcée par la CNIL contre Google, que cette transparence doit être claire, visible, accessible, et donc il faut faire preuve aussi de pédagogie. Merci Merave. En préparant cette émission, je me suis mise cette dernière question, qui est une sorte de réflexe intellectuel ou gymnastique intellectuelle qui pose peut-être une mauvaise question, mais je la pose quand même. Est-ce que vous pensez, et en plus c'est renforcé parce que tu disais tout à l'heure, Laurence, quand on rigolait en disant que Jeff Bezos va être encore plus riche, pensez-vous qu'à terme, les sites de retail média généreront plus de revenus que les sites médias? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Erwan. Je pense que la réponse facile, c'est de se dire oui, parce que finalement, comme on vient de le dire, il y a énormément d'opportunités. Moi, je pense personnellement que non, tout simplement parce que je pense que l'écosystème est plus complexe que juste le retail média et le média, et que ce n'est pas du tout opposé, au contraire. Ce qui nous intéresse, nous, je pense en termes de marketeurs, c'est de pouvoir allier et le contexte de diffusion et la data. La data, elle est clairement chez les retailers et c'est celle qu'il nous faut pour justement le shopper marketing et aller toucher cette personne qui achète le produit. Et donc après, tous les profils gémellaires qui pourraient justement acheter nos produits et aller les toucher, potentiellement dans l'écosystème du retailer, première instance sur le sujet. Et donc là, bien évidemment, on va développer les revenus du retailer, mais on va, à mon avis, très vite se rendre compte qu'à un moment donné, on a besoin d'aller à l'extérieur. Et à l'extérieur, on va aller chercher l'audience là où elle est, sur les plateformes, mais aussi sur les médias traditionnels. Et donc je pense que ça va bénéficier à l'intégralité de l'écosystème en réalité, parce qu'on aura plus de performance et ça permet, je pense, réellement à beaucoup plus d'annonceurs de justement faire de la communication et du marketing et d'en voir des résultats concrets. Pas juste des résultats sur des études et des post-tests quali, mais directement sur du business. C'est la mort des post-tests? Ouais, en tout cas peut-être pas la mort du post-test, mais en tout cas la révolution du post-test. La réévolution, allez, soyons sympas. Merci pour ta sympathie, Erwan. Laurence, ton avis sur cette question qui est quand même assez cataclysmique, je ne sais pas, mais qui est quand même assez énorme, si jamais ça se vérifie, ou si j'ai tort, comme semble le dire Erwan. Alors je pense que non seulement c'est la mort des études post-test, mais c'est aussi la mort de toutes les études terrain qui lient le chiffre d'affaires aux vagues télé, parce que vous avez directement la donnée disponible sur les retailers et vous savez combien de chiffre d'affaires vous avez généré. Donc là-dessus, il y a un rapport qui est extrêmement rapide à faire. Mais pour répondre à ta question, plutôt que de parler de site, moi je préfère parler de plateforme, parce qu'en fait, Christophe en avait parlé, Erwan en a parlé aussi, c'est pas un site,
en réalité. C'est un écosystème qui est beaucoup plus large, où vous allez toucher quelqu'un effectivement sur le site, mais aussi en dehors du site, que vous allez avoir des points de contact qui vont être différents. Si on pense, et moi je sais, vous allez me dire, je ne parle que d'Amazon, mais si on regarde juste l'écosystème d'Amazon, c'est aussi de la télé connectée. Amazon Prime. Voilà. Enfin, qui est aussi le nom de l'offre vidéo, parce que Amazon Prime, c'est aussi. Tu as Amazon Prime et tu as aussi Fire TV. Oui, la fameuse clé. Et qui dit télévision connectée dit télévision adressée aussi. Exactement. Qui est un sujet que l'on va évoquer la semaine prochaine au sein de l'émission. Et qui est pour le coup beaucoup plus mature au Royaume-Uni. Pour une fois, je ne parle pas des États-Unis. Parce que Laurent, c'est citoyen britannique. Avec Sky AdSmart. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On va essayer de répondre à la question. Et juste pour donner une perspective de chiffres, le SRI a sorti mi-juillet les derniers chiffres de tendance. Pour la première fois, on a sorti le Search Retail, qu'ils estimaient à peu près à 97 millions sur le premier semestre. Les tendances nous donnent plutôt 300 millions sur l'année, parce qu'il faut savoir que sur le retail, 50% du chiffre d'affaires, il est fait sur le dernier trimestre. Là où sur l'activité e-commerçante traditionnelle, on est beaucoup plus linéaire. Surtout parce que l'e-commerce traditionnel, c'est avant tout du serviciel, du voyage et du telco, qui est moins sensible justement aux effets de Noël, même s'il y a un peu un effet saisonnier. Le taux de pénétration, si on regarde par exemple, si on ramène ces 300 millions au chiffre d'affaires que fait Amazon, il est relativement faible au regard de ce qui se passe aux États-Unis. Donc si on était au même niveau qu'aux États-Unis, on ne serait pas à 300 millions, on serait plutôt à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et d'ici 5 à 10 ans, on peut estimer que le marché du search retail au niveau global, qui va peser à peu près une vingtaine de milliards de dollars en 2019, d'ici 2025, il peut peser entre 50 et 100 milliards. Donc ça vous met à peu près au niveau, ça vous met entre Google et Facebook par rapport au chiffre d'affaires de 2019. Donc on peut imaginer qu'en 2025, Amazon est sur la publicité le même chiffre d'affaires que Facebook. D'accord. Et il faut savoir que le relais de croissance actuellement d'Amazon, et ce qui leur permet de générer du profit, il y a le cloud, il y a AWS. Oui, bien sûr. On l'oublie souvent, mais c'est un petit peu une sorte de, j'allais dire, comment dire ? Enfin, je ne trouve pas l'analogie, mais c'est vrai que c'est un acteur qui est un peu sous les radars, AWS, etc. Mais c'est un acteur hyper important. Les serveurs Amazon, c'est un marché monumental, quoi. Et la publicité retail, c'est leur très fort relais de croissance. Et c'est ce qui leur permet de générer du profit. Si Amazon regarde que son activité retail de manière isolée, elle n'est pas isolée, il ne génère pas de profit. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant des retailers qui, grâce au retail média, voient des relais de croissance assez importants, assez consistants. Parce que de toute façon, vous avez déjà rentabilisé finalement votre plateforme, elle est déjà existante. Ce que vous faites, c'est vous rajouter une couche technologique, alors qui nécessite un investissement. Vous l'intégrez avec la source data, la data, donc ça devient un relais de croissance extrêmement fort. Là où le marché va avoir besoin de s'équiper, en revanche, c'est que pour aller sur ces discounts, pour aller sur Amazon, pour aller au Fnac Darty, vous vous équipez et vous allez sur ces plateformes individuellement. Ensuite, ce qui va être l'enjeu, et là vous couvrez à peu près, on va rajouter vente privée qui a une approche un petit peu différente et qui est plutôt pour le coup du gré à gré, donc c'est plus difficile pour nous à gérer au quotidien. Mais si vous agrégez ça, vous n'êtes qu'à 50% du total. Donc comment on fait pour adresser... Tu n'as pas parlé de Carrefour. Hein, et je n'ai pas parlé de Carrefour. Merci voilà. Laurent, sauf si tu voulais ajouter d'autres points. Non, il faudra adresser les 50% derniers. J'ai juste un petit point sur la partie search, qui est effectivement très importante. Et effectivement, Amazon est aujourd'hui l'acteur principal sur cette partie search retail. Il n'empêche que la plupart des retailers se sont aussi équipés de technologies pour faire du search marketing directement sur leur moteur de recherche. Il y a un autre GAFAM qui arrive, j'ai bien dit GAFAM, qui arrive sur ce marché-là, qui est Microsoft. Ils ont racheté une pépite qui arrive sur les États-Unis et qui gère cette partie-là sur les États-Unis. Quand on regarde l'écosystème français aujourd'hui, Amazon est leader, mais n'est pas non plus archi-leader sur le sujet. Et donc justement, cette partie search marketing, même si on peut espérer de la croissance pour Amazon, on peut surtout en espérer de la croissance pour les retailers français sur le sujet qui commencent à créer, malheureusement aussi pour nous, leur propre silo. Et donc encore une fois, un deuxième appel suite à mon premier appel de tout à l'heure sur la gestion de la data. La deuxième, c'est d'avoir une alliance sur ce sujet-là, une alliance moins ratée que celle qu'on a pu avoir sur les médias et qu'on puisse avoir une alliance totale et réussie.
sur cette partie-là. Et ce ne sera pas déformé, mais c'est dit. Et assumé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un acteur français qui, pour le coup, se positionne sur cette agrégation, qui est Criteo, Exactement. quand ils ont acheté Storytel. Storytel. Logique. Et Oui, Logic Storytel. surtout. Oui, tout à fait. Enfin, Storytel plutôt sur la mise en avant des produits D'un point de upper vue funnel publicitaire, et marketing. Logic plutôt sur la partie search. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour le coup un acteur français qui est leader et espérons qu'il puisse répliquer, en termes de fierté française, hein, je parle, répliquer sur justement le search retail ce qu'ils ont réussi à faire sur le retargeting. Merci Laurence, merci Erwan. La parole à toi Christophe sur cette question lancinante chez moi. Penses-tu qu'à terme, les sites de type retail média généreront plus de revenus que les sites médias? J'ai bien retenu la leçon, on ne dit pas site, on dit plateforme. À court terme, je ne pense pas, puisque comme on le disait, voilà, il y a deux offres finalement. Il y a toute la publicité on-site via le moteur de recherche et la publicité off-site, c'est-à-dire ce sont des offres publicitaires d'extension d'audience pour lesquelles ces plateformes vont acheter de la publicité sur des sites éditeurs, voilà, qui sont brand safety, puisque tous nos clients nous demandent quand même des contextes sécures, brand safety, en évitant voilà, les sites sapin de Noël en termes de format publicitaire. Donc les médias traditionnels ou les groupes de presse vont obtenir des nouveaux revenus grâce à ces plateformes. Après, le deuxième enjeu, ça va être aussi des arbitrages budgétaires chez les clients. Les budgets ne sont pas extensibles. Nous, on l'a vécu par le passé avec 2 clients qui ont switché leur budget search du moteur de recherche leader en France à Amazon, tout simplement parce que les performances sur Amazon étaient meilleures que sur Google, pour ne pas les nommer. Okay. Mais en termes de ROI, de vente, parce qu'encore une fois, on est dans un système de plateforme e-commerce, dans un parcours d'achat, et qu'à un moment, il faut faire des arbitrages et que, comme le disait Erwan, à un moment, on est là aussi pour optimiser les investissements de nos clients et de générer de la performance. Donc, c'est le deuxième enjeu, ça va être plutôt, moi, un transfert de budget. Mais ce qui va arriver également, ça va être la digitalisation du trade marketing qu'évoquait Laurence. Voilà, aux États-Unis, Morgan Stanley l'estime à peu près à 150-200 milliards de dollars. En France, on n'a pas de chiffres concrètement, mais je pense. Je peux estimer 1 milliard. Ouais, c'est un rapport de 1 à 10, mais voilà. Et je pense que voilà, la digitalisation du trade marketing va être de nouvelles poches budgétaires pour cette plateforme, et donc l'adoption voilà, de ces solutions digitales par les équipes chez les clients peut être aussi un axe fort de leur croissance. Et quand on voit qu'Amazon, en 2018, a fait 10 milliards de revenus publicitaires versus 1,5 milliard en 2017, on se dit que l'e-commerce ou le retail média a de beaux jours devant eux, et notamment aussi par rapport aux acteurs français. Merci Christophe. Ta remarque sur cette dernière question qui te concerne peut-être moins d'un point de vue juridique, mais peut-être si tu as une observation peut-être de mon prisme, sujet. oui, Bien par sûr. rapport aux sujets qui nous sont adressés. Média versus retail média. Oui, absolument. En tout cas, si tout le monde n'y est pas dans le retail média, tout le monde veut en être. Et je pense qu'il y a une véritable croyance, peut-être une illusion de s'enrichir davantage par ce canal. Tu évoquais, Laurence, tout à l'heure le SRI. Ça fait partie des sujets qui sont effectivement débattus au SRI avec l'éternelle question de qui est propriétaire de la data, qui a un droit d'usage, qui va devoir payer pour l'utiliser, qui va pouvoir vendre ce droit d'usage et se mettre d'accord sur toutes les parties de la conformité qu'il faut imputer à l'un ou l'autre des acteurs. Et tu parlais tout à l'heure, Erwan, d'une approche concertée sur le sujet du secteur. Oui, je pense qu'il ne faut plus attendre. Merci Merav. On retiendra cette phrase qui résume à peu près ce qu'on s'est dit. Hein. Tout le monde veut en être. Tout le monde veut faire partie de la communauté du retail média. Il y a du boulot d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue aussi compréhension de la part des annonceurs, compte tenu du potentiel que ça peut représenter en termes de croissance, et puis également d'un point de vue juridique pour justement assurer la protection des données des utilisateurs. Madame, messieurs, c'était un super débat et je vous remercie de l'avoir animé. Merci Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence du retail média. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Il existe 3 acteurs clés dans l'univers du retail média. Le e-retailer, le magasin en ligne, la marketplace, l'espace qui héberge plusieurs commerçants, et cet espace appartient souvent au e-retailer.
le shopper, le consommateur. 2. Les données pour définir le profil du shopper ainsi que la data de ses activités transactionnelles sont le pétrole du retail média. 3. 54% des recherches shopping sont faites sur Amazon. Les 46% restants des recherches shopping sont faits sur tous les autres moteurs confondus, dont Google et YouTube. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Smile Wanted et France Télévisions Publicité pour leur soutien, ainsi que nos partenaires médias CB News, Redcard et notre partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme, traduction et sous-titrage par Uptown.